Donc, maintenant, les signes qui codent les sons que nous avons entendus. Donc, les symboles, les graphèmes. Donc, pour les sons voyelles qui sont codés par une seule lettre, on les connaît, c'est les plus faciles. Donc, A, qui est codé par la graphie du A. Le E, son E qui est codé le plus fréquemment. Alors là, oui, effectivement, pardon, j'ai oublié de vous dire. Je vous donne la correspondance graphique la plus fréquente. Et c'est celle-là qu'on donnera aux enfants. Pour chaque son, on donne la correspondance graphique la plus fréquente dans la langue française. Donc là, je me suis appuyée vraiment sur la littérature linguistique qui donne vraiment la fréquence des graphèmes dans le contexte francophone, quoi, par rapport au son qu'ils font. Le E par le graphème E, le I par le graphème I, O est codé le plus fréquemment par le graphème O, U par le U, le E, c'est le E accent aigu. Les sons voyelles maintenant qui sont codés par un digramme. Le OU qui est codé par OU, le E qui est le plus fréquemment codé dans la langue française par AI et non pas l'accent grave. Donc c'est celui-là que j'ai fait le choix de présenter aux enfants. Parce que quand ils vont commencer à lire, c'est celui-là qu'ils vont rencontrer le plus souvent. Et puis en plus, le E accent grave n'est pas très loin du E accent aigu, pas très. Donc si les enfants ont un bon langage oral, quand ils vont lire lève, donc lève-toi, la partie déductive va se mettre en place. Le 1 par IN, ON, AN, OI, OI. Les sons consonnes codés par une lettre, le B par B, le K donc par C, c'est la graphie la plus fréquente pour le K. Même si dans les lettres qu'on présentera aux enfants, il y aura quand même le K et le Q parce que ce sont des lettres de l'alphabet, donc on leur dira juste qu'elles font le même son, c'est tout. Pour le D, le D, le F, le F, le G, le G, le J, le J, le L, le L, le M, le M, le N, le N, le P, le P, le R, le R, le S, le S, le T, c'est le T, le V, c'est le V, le W, c'est le W, le X, alors, ou X. Disons que le X, c'est le X qui le code. Mais c'est vrai que le X fait aussi X. Alors, c'est vrai que moi, avec les enfants, quand je montrais le X, je disais que ça faisait X, mais en discutant avec Kunti, qui est logopède l'autre jour, elle le présente comme X. Je crois qu'à ce niveau-là de la chose, c'est pas très important, ce qu'on va dire aux enfants. Le Y, qui est le plus fréquemment codé par Y, et le Z par Z. Les consonnes codées par un digramme, le ch qui est codé par CH et le ng par GN. Je fais le choix de présenter toutes les graphies pour que l'enfant ait une graphie la plus fréquente pour chaque son qui existe dans la langue française. Comme ça, quand il va vouloir coder, il peut coder, il peut composer, même si ce n'est pas la bonne orthographe. On va éviter, mais si jamais il veut coder, il veut satisfaire cet élan de composer lui-même un mot en posant les unes après les autres les lettres, il peut le faire, parce que pour chaque son de la langue, il aura une option. Et de toute façon, c'est très encouragé par les linguistes et les chercheurs de montrer aux enfants, dès qu'on leur montre les lettres, de leur montrer les digrammes en leur disant en leur faisant percevoir qu'il s'agit d'une unité graphique. C'est une unité graphique qui code un son. Et les enfants adorent. Hein. Le ch et le ou, gros succès. Hein. Ou le on de bonbon aussi.
Donc en tout, ça nous fait 35 graphèmes, avec 26 lettres de l'alphabet, parce qu'effectivement, on ajoute les lettres de l'alphabet, comme le K et le Q, 8 digrammes, et le E. Donc ça fait 35. Avec les prénoms étrangers comme Luna, qu'on écrit L-U-N-A. Comment on fait? Comment feriez-vous d'abord? Comment feriez-vous? Admettons que l'enfant connaisse le son de tous les graphèmes qu'on vient de montrer. Vous feriez quoi? Non, pour l'instant, je suis dans le son de l'attaque. Donc, quand je prends les prénoms de la classe, je parle juste du L qui commence le prénom. Je n'ai pas été plus loin. Je vous invite à donner vraiment aux enfants... Alors, quand vous faites la conscience phonémique, peu importe. L'important, c'est le son qu'ils entendent. Vous ne pensez pas graphie. Pensez juste son. On s'en fiche après que le OU soit codé par un U dans la langue de l'enfant. On s'en fiche. Juste le OU. Ensuite, quand cette petite fille connaîtra à peu près tous les graphèmes. Donc pour elle, et pour les enfants, le OU, c'est OU. D'accord? Quand elle va vouloir écrire son prénom avec vous, très rapidement, ou quand elle le signe toute seule, si jamais elle écrit... Ce qui va se produire à un moment donné, c'est que ça va être très simple en fait. C'est que soit elle va écrire L-O-U-N-A, et à ce moment-là, il suffira de lui dire « Ah c'est vrai, tu as écrit Luna, mais toi, ton prénom, c'est comme ça, c'est le U, et on le prononce OU, voilà. » Et pour les enfants, aucun problème. Elle l'écrit déjà. Et en plus, elle l'écrit déjà, vous voyez. C'est pour nous que ça pose problème parce que ça bug. Ouais. C'est chez nous que ça bug. Hein. Ouais, mais eux, ça y est, c'est OK, moi, c'est un U que je prononce OU, point. Donc, une fois que nous avons les sons, maintenant on sait quel graphème code plus fréquemment les sons, eh bien moi j'ai fait le choix de leur présenter donc les capitales. Donc là vous avez un essai de capitale magnétique. On voit Vania qui le teste dans sa classe. Donc il y a les voyelles, les consonnes et les digrammes. Donc là, pour commencer, il n'y a pas d'homophone. Il n'y a pas le EAU, le AU, le PH, parce qu'il y a déjà une graphie pour chaque son. Bon, sauf pour le K, qui se retrouve avec 3 graphies, mais parce que dans l'alphabet, il y a déjà 3 K. Dans ce que j'avais présenté en 2016, on faisait donc l'étape de la petite boîte d'objets, son d'attaque finale, et après, je disais aux enfants, alors tu vois, le ch que tu entends dans cheval, où je lui disais, qu'est-ce que tu entends au début dans cheval? Il me disait ch, et je disais, alors regarde, et je sortais une lettre, le digramme rugueux, et je lui disais, tu vois, le ch, et ça s'écrit comme ça, ch, et on traçait. Donc je donnais la correspondance graphique avec la lettre rugueuse. Là, je ne fais plus ça, je vous propose de tester autre chose. C'est qu'à la place de la lettre rugueuse, eh bien, on a ces graphèmes-là qui sont sur un tableau magnétique et on fait exactement la même chose. Tu te souviens dans cheval, qu'est-ce que tu entendais au début? Ch, eh bien, regarde, ça, c'est ch, ah. Et tu te souviens dans Antoine, Antoine, tu entends quoi au début d'Antoine? En, eh bien, regarde, ça, c'est en. Et dans sac, c'est trop proche de ch, mais un autre, mur ou maman. Ah, tu connais celle-là? Bah oui, tiens, regarde, c'est celle-là. Hop, souvent ils connaissent. C'est celle-là, c'est le M. Oui, ça fait m. Voilà, et bien là, tu as le m, le ch et le en. Et là, on fait ce qu'on faisait avec les lettres rugueuses. On faisait après une leçon en 3 temps. Mais là, on le fait avec ces lettres-là. Donc, c'est une technique qui a été développée par le docteur Séguin, qui a été reprise ensuite par Maria Montessori. Première étape, on nomme. Vous répétez? En. Alors, on peut aider là avec des prénoms de la classe, par exemple. En, comme Antoine. Tu répètes en. Ch. En. Ch. On insiste, on s'amuse un peu, etc. Temps 2. Est-ce que tu peux me montrer? Donc là, on nomme et il va devoir identifier.
est-ce que tu peux montrer ch? Admettons qu'il le trouve. Ch. Normalement, si l'étape 1 était suffisamment longue et un peu rigolote, ils le retiennent. Hein. Ch. Est-ce que tu peux montrer en? Tu peux montrer M? Oh là là, alors là, Céline, vraiment, ça va pas du tout. Est-ce que tu peux montrer M? Et montre. Est-ce que tu peux montrer ch, etc. Cette étape doit être un peu rapide, rapide et courte et joyeuse, quoi. Et puis après, ok, c'est quoi ça? Troisième temps, on ne dit plus, c'est lui qui dit. Il nomme. Donc première étape, c'est nommer. Deuxième étape, c'est montrer et identifier. Merci. Bon, en fait, j'ai pas besoin de vous montrer ça, vous le savez. Et après, voilà, c'est qu'est-ce que c'est en, qu'est-ce que c'est ch, qu'est-ce que c'est Voilà. Et là, petite étape vraiment très intéressante, super, qui permet de consolider. On dit ferme les yeux. Si jamais c'était un tout petit peu des hésitations, on dit ferme les yeux. Ok. Mais qu'est-ce que j'ai retiré? Ça, ils adorent. Et surtout s'il y a un camarade qui est à côté et qui est en train de regarder depuis tout à l'heure en mettant les mains dans le dos et qui peut rien faire et rien dire, on lui dit bah tiens, prends une lettre. Ferme les yeux, toi, prends une lettre. Prends un digramme. Ah oui, autre chose. Je pense intéressant de nommer les choses pour ce qu'elles sont. Donc ce sont des digrammes et je le dis aux enfants. Donc tu as les digrammes là, les voyelles là, les consonnes là. Donc voilà. Prends un digramme ou prends une lettre, etc. Ils intègrent ça très rapidement. Hein. Hop. Ils cachent, l'autre enfant trouve, etc. Et puis là, c'est la grande joie, vous verrez des vidéos. Donc voilà. Et donc, même chose qu'avec les sons, on va essayer, et là je crois que c'est ce que j'ai fait, on essaie quand on démarre de donner des lettres qui codent des sons qui sont contrastés. On ne va pas lui mettre le ch, le s et le ch, le j et le s. Ça serait un peu compliqué. Et idem, on essaie aussi d'avoir des graphèmes là, qui vont coder un son au niveau articulatoire, c'est un peu différent. Donc là, on voit dans la classe de Vania avec un petit garçon où elle était justement en train de faire cette leçon en 3 temps avec le petit. Et en fait, il connaissait déjà plein de choses. Et Vania passe donc à cette étape. Ensuite, elle cache dans son dos. Et ensuite, elle note. Dans son petit carnet de suivi dont je vous parlais, et plus que noter, petite chose qui marche bien, c'est de colorier la case. Ça, c'est ultra efficace et ultra gratifiant parce qu'on voit que ça se remplit. On voit très vite les enfants qui ont une ligne qui commence à être coloriée. Donc quand on a présenté une fois, admettons là c'est la première fois que je présente à cet enfant virtuel, je vais dans sa colonne, parce que vous avez donc ici tous les prénoms de la classe et en haut tous les graphèmes. Je vais faire un petit point bleu ou la couleur que vous voulez dans le en, le m et le ch. Je ferai mon petit point bleu. Et je vais lui dire, ok, tu as retenu ces sons-là, demain ou cet après-midi, on recommence. On va voir si tu les as retenus. Et on en fait d'autres peut-être. Parce que ça, je le développerai après, mais l'idée, c'est de tenir le fil avec un enfant. Sinon, ce temps que vous passez, il peut être perdu. L'apprentissage, c'est la régularisation. La régularité. La régularité et la fréquence, quoi. Donc aussi, petite chose, quand on commence, là, ce n'est pas ce que j'ai fait, mais je pense que ça peut, avec certains enfants, ça peut passer. Il est intéressant de montrer d'abord les lettres qui codent un son coulant. C'est plus facile pour les enfants. Oui, j'appelle coulant ce qui va être le m, le ch, qui ne claque pas. Vous voyez, comme le p, le t, le k. Ça passe aussi, hein, mais dans un tout premier temps, c'est vrai que le s, le m, le r, le z, ça, le ou, a, tout ça, vous voyez, il y a une continuité dans le son. Ça passe mieux, mais bon, c'est pas... Certains enfants, ce sera vraiment très pertinent de leur présenter le t, parce que son prénom commence par t. Ce qui est intéressant, c'est que vous verrez qu'il y a des lettres
que vous n'aurez pas présenté aux enfants, comme cette case, où en travaillant avec les enfants, Vania aussi parfois met toutes les lettres comme ça, puis elle dit aux enfants, qu'est-ce que tu connais? Et puis il va chercher, mais cette lettre ne lui a pas été présentée, mais parce que par les copains. Parce qu'ils ont observé aussi, peut-être qu'ils étaient à côté de nous quand on présentait un enfant. Et donc ils ont retenu ça. Ou peut-être parce qu'on l'a fait en regroupement, on en parlera tout à l'heure aussi. Donc ils retiennent ça. Donc c'est important aussi de le valider, d'aller chercher tout ce que l'enfant connaît. Entre 2 présentations, même s'il n'y a que 2 jours, même une journée d'intervalle, revérifiez quand même parce que l'enfant a peut-être dû déjà apprendre un autre son ou 2, un autre graphème ou 2. Petite baguette magique, être explicite et cohérent. Fixons des objectifs clairs à l'apprentissage. Les élèves apprennent mieux lorsqu'on leur énonce clairement le but de l'apprentissage et qu'ils peuvent constater que tout ce qui leur est proposé converge vers ce but. Donc ça, c'est la explicite et cohérent. Expliquons-leur clairement ce que l'on attend d'eux et nous restons ensuite concentrés sur ce but. Extrêmement important. Parce que bien sûr, on peut avoir des belles lettres, mais là, tout ce qui va faire la différence, d'abord, c'est la régularité. Une fois qu'on a commencé avec un enfant, on va essayer de faire tous les jours avec lui, jusqu'à ce qu'il en connaisse suffisamment pour ensuite absorber le reste en diffusion naturelle avec les enfants dans la classe. Et on leur dit, on leur montre le cahier, dit voilà, tu vois, on va essayer de tout passer en vert. Mais pour passer en vert, ça veut dire que tu la connais tout de suite comme ça. Tu n'as même pas besoin de réfléchir. Mais on va travailler. Tu vas voir, au début, ce sera difficile, tu ne les connaîtras pas toutes, mais on va le faire tous les jours. Et mon objectif, c'est que cette ligne soit toute verte. Est-ce que tu es d'accord? Allez hop, tac, tu es d'accord, on y va, tape dans la main, c'est parti. L'objectif est clair. Et quand on termine, on lui dit donc demain, on recommence. Et demain, on recommence. Parce que si on n'est pas cohérent, on perd. Il y a quelque chose qu'on perd dans le lien avec l'enfant. Ça prend combien de temps? Le temps que vous pouvez donner, mais c'est bien d'avoir ce temps. Alors pour chaque enfant, en général, il y en a toujours 3-4 autour. Quand on travaille pour un enfant, peut-être parfois qu'on travaille plus pour ceux qui sont derrière. Mais ce n'est pas grave. Parce qu'on reste, nous, connectés à ce qui se passe chez cet enfant-là, quelles sont ses difficultés, etc. Mais on sait que ce qu'on dit, peut-être que c'est plus les autres derrière qui l'absorbent. Donc vraiment ça, écrivez-le, encadrez-le dans votre cahier avec du stabilo, etc. Être explicite. Ça, les sciences de l'apprentissage le disent très clairement. L'apprentissage, l'enseignement doit être explicite. Les enfants doivent savoir ce qu'on leur enseigne. Le cerveau étant plastique, il se structure avec le monde extérieur. Ça, on le sait. Donc, il est constamment bombardé d'informations. Constamment. Visuelles, auditives, etc. Et c'est le système attentionnel qui va vraiment permettre de jeter un coup de projecteur sur un élément de l'environnement qui va, cette espèce de coup de projecteur, va véritablement, par tout un jeu de sécrétion moléculaire, va rendre très plastique et très favorable à l'apprentissage la zone neuronale qui code cette stimulation extérieure. Le système attentionnel, c'est quoi? C'est quelque chose qui se passe dans le cerveau qui va diriger l'attention sur un élément à l'extérieur et pas sur toutes les stimulations. Par exemple, Vania qui me montre les sons, quand j'ai 4 ans, qui me montre les sons et qui me dit « entends », ça c'est « en ». Bon, eh bien la capacité qu'aura Vania à attirer l'attention sur le « en » plutôt que sur ce qui se passe là-bas parce qu'il y a un tel qui fait ça ou parce que, je ne sais pas, quelque chose qui me gêne à côté de moi. Là, eh bien, en attirant l'attention sur ce qu'elle veut transmettre ce qu'on veut transmettre à l'enfant, eh bien, il va se passer quelque chose au niveau cérébral qui s'appelle l'attention. Ça veut dire quoi? Que quelque chose va s'enclencher au niveau des circuits pour que le circuit sollicité pour retenir cet apprentissage-là soit beaucoup plus plastique que les autres. Et ça va
faire complètement... ça va catalyser l'apprentissage. Et ça ne met pas seulement qu'un coup de projecteur sur une stimulation, un apprentissage, ça va même éteindre le reste. Ça plonge les autres dans une espèce de... qu'on appelle cécité attentionnelle. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne voit ni on n'entend pas quand on est concentré sur quelque chose. Et vraiment, cette capacité à appeler l'attention de l'enfant et à la tenir et à la diriger vers les bons niveaux d'apprentissage, c'est ce qui va faire la différence, qu'on ait du bon matériel ou pas. Mais c'est encore de l'immatériel, hein. Mais par contre, c'est ce qui fait toute la différence. Et donc, c'est de lui dire, non, là, c'est en. Donc, par exemple, on vient de faire ces 3 graphèmes, et donc on dit à l'enfant, peut-être même avant, tu vois, on va faire cela aujourd'hui. Demain, on les refait. Parce que tu vois, je veux que la ligne là, elle soit vers demain. L'objectif est clair pour l'enfant. Il va se concentrer, hein. Et donc on le fait, et à la fin, on le redit. Ok, on l'a fait aujourd'hui. Je mets un petit point bleu. Demain, quand tu reviens, on le fait. Et j'espère qu'on passe tout en vert. Bon, ben là, l'attention, elle est optimale. Et l'apprentissage, vous gagnez du temps. Plutôt que de faire ça rapidement, en disant, voilà, je l'ai fait, ça ne sert à rien. Vous perdez du temps, de l'énergie, et l'enfant n'aura pas pris. Je suis certaine qu'il n'aura pas pris. La magie opère, entre guillemets, c'est ça. Je crois qu'une des choses les plus fondamentales, c'est la capacité que nous allons avoir à réveiller l'attention de l'enfant, premièrement, à la canaliser vers le bon niveau de valeur, vers ce qu'on veut, de valeur d'apprentissage, et ensuite de la garder. Et ça fait toute la différence. Ok, donc on va faire un petit test. Il faudrait que vous puissiez compter le nombre de passes que les personnes sur la vidéo se font. Pourquoi je vous montre ça? Parce que ça s'appelle... Bon là, la vidéo n'est peut-être pas si bien faite que ça, il y en a d'autres où en général ça fonctionne mieux. Ça s'appelle la cécité attentionnelle. Quand on est concentré sur quelque chose, il y a des stimulations, des informations qui sont complètement... qui ne sont pas traitées en fait, par le cerveau. Et je pense que ce qui est intéressant de faire, c'est tenter de créer chez l'enfant cette cécité attentionnelle, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire en focalisant tellement son attention sur quelque chose qu'il n'est pas attentif au reste du tout. Et peut-être nous aussi, et ça c'est peut-être une autre petite slide avec baguette magique, peut-être nous aussi savoir, même quand c'est le désordre dans la classe ou quelque chose qui nous agace ou quelque chose qui pourrait attirer notre attention, nous aussi, être capable de focaliser tellement notre attention qu'on oublie ces éléments qui peuvent perturber notre attention avec l'enfant. Alors, on était en train de parler de ces présentations de graphèmes avec l'enfant, en individuel, avec peut-être quelques enfants qui sont autour, et notre capacité à canaliser son attention et la tenir, pas seulement sur le moment, mais sur plusieurs jours. Et je trouve que c'est un moment qui est toujours très intéressant, même quand on présente d'autres activités aussi, mais celle-ci, je trouve qu'il y a quelque chose une proximité qui se crée avec l'enfant, parce qu'il sent bien qu'on est en train de lui transmettre quelque chose d'important là. Il le sent. C'est un moment de lien et de proximité qui est, je trouve, et je crois, très précieux. Et c'est important qu'on puisse l'offrir à chaque enfant. Quand on voit le regard des enfants, quand on leur transmet ça, donc là en 2e maternelle, c'est vraiment... c'est dans le lien. Il y a quelque chose qui se fait dans le lien. Ça doit nécessairement se faire dans la régularité et jusqu'à un certain point,
parce que donc la transmission des graphèmes, du son des graphèmes, parce que parfois on peut tenir le fil avec un enfant pendant plusieurs jours, il en connaît quelques 6, 7, 8 graphèmes, et puis on va laisser les choses poser peut-être, allez, à peine une semaine, on revient, et des cases qu'on avait passées en vert, eh ben, ne le sont plus. Et c'est ça qui fait que, vous allez le voir vous-même, c'est qu'il va falloir tenir cette connexion avec l'enfant, tenir ce lien et cette transmission avec lui jusqu'à un certain point que vous trouverez en fonction de l'enfant, où il est suffisamment autonome pour aller conquérir la suite tout seul et ne pas oublier ce qui a été fait précédemment. Vous allez le sentir avec les enfants. Par contre, il faut se mettre en posture d'accueil et ne pas appliquer les choses de manière systématique. Vous devez absolument être en posture d'accueil pour voir comment ça se passe pour chaque enfant. Mais ça demande aussi, on en parlera tout à l'heure, que quand on est avec des enfants comme ça en individuel en train de présenter les graphèmes, dans des périodes particulières, quand on veut vraiment faire passer ça, en regroupement d'insister. C'est-à-dire que même pour les 2 enfants qu'on devait voir dans la journée, mais qu'on n'a pas eu le temps de voir parce que ça arrive toujours, eh bien, c'est pas grave. Au moment du regroupement, on sort quelques graphèmes. Alors les enfants, attention, fermez les yeux, clac, qu'est-ce que c'est ça ? Hop, ils vont le dire. Refermez les yeux, hop, qu'est-ce que c'est ça ? Et du coup, c'est toujours diffus et présent dans l'environnement, même si vous n'avez pas la possibilité d'être avec tous les enfants. Et en ce sens, les regroupements sont vraiment précieux. Ce sont des moments de pédagogique forts pour soutenir et catalyser ce qu'on est en train de faire avec les enfants au niveau individuel ou en tout petit groupe. Donc tenir le fil, petit coup de baguette magique, tenir le fil, revoir et poursuivre avec quelques enfants les mêmes tous les jours. En un mois, je pense que quand vous avez ciblé quelques enfants, en un mois, ils doivent connaître la majorité des graphèmes, la grande majorité. Et c'est souvent, quand vous allez démarrer, c'est souvent les enfants, les quelques enfants que vous allez choisir là, c'est peut-être les enfants les plus agités, ceux qui nous perturbent le plus, ceux qui nous embêtent un peu. C'est peut-être avec ceux-là qu'il faut commencer. Et il ne faut pas lâcher. Et vous allez voir comme ça va poser les choses chez eux. Dans tous les cas, si vous choisissez de commencer par la capitale ou même pas, si vous choisissez de passer par une autre graphie, je vous invite vivement à choisir des lettres épurées. À l'école, sachons captiver l'attention des élèves et l'orienter vers le niveau approprié. Cela implique d'écarter avec soin toute source de distraction. Les manuels trop illustrés, les classes trop décorées, les lettres ou les chiffres déformés ou figurés par des personnages ne font que distraire l'enfant et l'empêcher de se concentrer. Souvent, on a tendance à faire des détours, mais ça nous rassure, nous, en fait, parce qu'on se dit que ça va être trop compliqué de faire passer des sons. Alors, on trouve des stratégies, des choses qui enrobent, qui habillent un peu tout ça, mais on peut être encore plus efficace. Parce que l'idée, c'est pas de passer des heures à apprendre le son des lettres, c'est de lire, en fait. Je voudrais terminer avec une vidéo d'un petit garçon qui est à Gennevilliers, la première année, donc en première maternelle, il avait 3 ans et demi. Et juste ce que je viens de vous montrer là, aujourd'hui, rien de plus. La petite boîte d'objets qu'on avait fait quelques fois avec lui, mais bon, il entendait assez bien les attaques et les finales aussi. Et puis, il voulait absolument lire. Parce qu'effectivement, au bout de 6 mois, la première année, les deuxièmes maternelles étaient déjà entrées dans la lecture. Et il voulait faire comme ses copains. Il m'a sollicité de nombreuses fois. Il me disait, Céline, je veux lire comme mes copains. Et je lui disais, je pensais que c'était vraiment trop tôt. Parce que j'étais déjà submergée par la demande des enfants de moyenne section, donc de deuxième maternelle, qui étaient en train d'entrer dans la lecture et c'était vraiment à leur niveau, ça satisfaisait vraiment une envie, un intérêt fort parce qu'il y avait une telle joie, une telle conquête et puis ça ne s'arrêtait pas, ils allaient de plus en plus vite. J'étais déjà submergée par... en essayant de nourrir tous ces enfants-là. Quand le petit de 3 ans me dit « Céline, je veux lire », je me dis « Bon, déjà, je risque d'avoir encore des soucis si je commence à enseigner la lecture à un enfant de 3 ans. » Et puis, je n'ai pas le temps. J'étais complètement absorbée par les enfants de deuxième maternelle. Et il est venu comme ça plusieurs fois. Et moi, je le dirigeais vers d'autres activités, gentiment, parce que je ne disais pas non aux enfants.
Je disais, ah mais c'est formidable, c'est une excellente idée. On va commencer par ça, regarde. Je dirige un peu son attention, parce que bon, puis en plus, je ne pensais pas capable vraiment de lui montrer les lettres, et ça y est, de lui donner les sons. Je sais pas, ça me semblait... Et il a fait quelque chose de formidable, et c'est un enfant qui avait de très bonnes fonctions exécutives. Je peux vous assurer que quand il avait une idée en tête, la preuve, une fois l'objectif fixé, il trouvait les moyens et les ressources en lui et à l'extérieur pour atteindre son objectif. Et là, il nous a fait une démonstration vraiment grandiose, donc je vais vous montrer ça. Look into my eyes and you'll know that I truly love you. Look into my eyes and you'll see that no one will harm you. Look into my eyes and you'll feel that I will protect you. Eyes and you'll feel that you belong. Ça, c'est la lettre muette. Elle fait pas de bruit. Oh. The dreams will come. Chante. 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 Close them and you'll see that no one Tu ris? Vas-y, ris. Marche. close your tired eyes and you'll see. Tout ils sont là, comme ça. Close your tired eyes and you'll feel that you belong. Voilà, donc juste ça, ça suffit aux enfants en fait pour entrer dans la lecture. Bon, lui, c'était un cas particulier, il l'a fait très tôt, mais on pourrait presque s'arrêter là.